Bonjour à tous, bonjour Stéphanie. Bonjour Raphaël. Nous sommes ensemble dans le cadre du sommet Moving On qui s'est tenu à Paris cette semaine, mais aussi à Singapour et Montréal en simultané. Ce rendez-vous annuel a un objectif, vous faire découvrir que la mobilité aujourd'hui, plus que jamais, se conjugue au pluriel et qu'elle est non seulement source d'innovation, mais aussi source de coopération. Et justement, pour construire la manière dont nous allons nous déplacer demain, les acteurs internationaux travaillent de concert sur ces nouvelles thématiques de nouvelle mobilité. Alors avec nous, pour en faire la démonstration sur ce plateau, Eric Grab, bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de l'écosystème Moving On, directeur de l'innovation et de l'anticipation stratégique au sein du groupe Michelin. Merci d'être avec nous. Thierry Mallet est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général de Transdev. Avec nous également Michael Delafosse. Bonjour. Bonjour. Maire de Montpellier, président de Montpellier Méditerranée Métropole et coprésident de la commission mobilité et transport de France Urbaine. Et Jean-Michel Amaret, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Ataway, vous travaillez depuis 2012, je crois, au déploiement de l'hydrogène et évidemment à la mise en service de stations de ravitaillement. Alors, première question peut-être pour vous, Eric Grab, tout simplement. Je crois que sur l'initiative de Michelin, vous avez donné le coup d'envoi de ce sommet en 2017. Or, on s'aperçoit finalement que 4 ans après, la mobilité est de plus en plus au cœur des préoccupations, celle évidemment du secteur, mais aussi celle du grand public. Comment est-ce que vous expliquez cette accélération ? Je pense que la mobilité est au cœur de l'humanité, c'est-à-dire qu'elle permet d'accéder à l'éducation, à la santé, au travail, et donc on a tous besoin de mobilité. Alors, je pense que l'accélération à laquelle vous faites référence, elle est très liée à la prise de conscience de l'ensemble des parties prenantes qu'il y a problème. C'est que la mobilité aujourd'hui n'est pas durable. On le sait, on y travaille, c'est le but de Moving On. Et donc, toute la prise de conscience des parties prenantes fait qu'il y a une dynamique incontestablement qui se crée et qui est très positive. Alors, justement, par rapport à ce que vous dites sur le fait de faire travailler ensemble tous les acteurs de la filière, comment on fait aujourd'hui pour réunir tous ces acteurs sur des thématiques communes, mais qui ont finalement une stratégie et peut-être des intérêts différents, voire on parle aussi de protection des données. C'est pas évident de partager tout cela. Comment on fait pour cela ? C'est très juste. Alors, il y a 3, facteurs clés de succès. Le premier, c'est d'abord de les mettre autour d'une table, ce que vous faites aujourd'hui. Nous avons une municipalité, une grande entreprise, une PME, start-up, PME. Il nous manque peut-être une organisation internationale et un académique ou un universitaire. C'est ce que nous faisons en tout cas. Ce sera pour la prochaine fois. Pour la prochaine fois. C'est ce que nous faisons au sein de Moving On. Lorsque vous avez tous ces parties prenantes-là, il faut essayer de les convaincre de travailler ensemble. Alors, il y a un certain nombre de petites techniques que je ne révélerai pas ce soir, mais il faut leur donner envie de travailler ensemble. La deuxième étape importante, c'est de créer la confiance. Et la confiance ne se crée pas comme ça, en se parlant. Il y a un certain processus là aussi à suivre pour que cette confiance naisse. Et une fois que la confiance est installée, alors on peut effectivement commencer à travailler sur la compréhension et la validation de la demande future et des besoins des citoyens, des entreprises, des start-up, des municipalités. Et tout cela, ça s'orchestre. Alors Thierry Mallet, vous venez de rejoindre le collectif, vous partagez cette vision justement de travailler en écosystème et non en co-innovation pour faire plaisir à Eric Grab. Merci. Alors, je pense que la notion d'écosystème est essentielle quand on parle de mobilité, puisque on s'enrichit les uns des autres par nos expériences différentes sur différents territoires. Moi, je voudrais citer un exemple de changement de comportement, parce qu'on a un enjeu très clair qui va être la desserte des zones peu denses. Aujourd'hui, on a des solutions très efficaces dans les zones denses, qui sont des solutions très souvent durables. Les trams, les bus, alors les bus deviennent électriques, les trams, les métros, mais en périphérie, c'est là qu'est le gros enjeu qu'on a, puisque c'est là que sont émis 60% des gaz à effet de serre, c'est les circulations dans les périphéries, entre le périphérie et le centre. Et là, on a besoin de vraies co-innovations pour inventer de nouvelles solutions. Et je voudrais en décrire une, parce que c'est une qui est à l'origine, qui est arrivée, parce que des habitants d'un village éloigné aux Pays-Bas, d'une exploitation, sont venus nous voir en se demandant comment on pouvait effectivement trouver des solutions de desserte complémentaires alors qu'on n'avait pas le budget, les moyens pour le faire.
Et la co-innovation, ça a consisté à mettre en place des bird bus, des bus de quartier, qui sont des bus qui sont effectivement financés par l'autorité organisatrice avec le soutien de l'opérateur. On fournit les bus, on fournit la formation, le carburant, mais ce sont les gens du village qui ont conçu même la route et qui le conduisent. Et c'est un vrai succès aux Pays-Bas, c'est plus de 200 bus. Et c'est une idée maintenant, puisqu'on a trouvé des autorités organisatrices en France qui sont intéressées, qu'on est en train d'importer en France. Et on va faire notre première expérience de Birdbus en région bordelaise à Libourne, dans la banlieue de Libourne. Ça signifie, si je vous suis bien, Thierry Mallet, et vous allez réagir, Michael Delafosse, que finalement, aujourd'hui, les initiatives, elles se font avec la population. C'est aussi les besoins de la population, finalement, qui remontent vers les entreprises. Ça, c'est important. La question de la mobilité, elle est centrale pour les habitants. Se déplacer pour aller à son travail, se déplacer pour étudier, se déplacer pour partager la ville, son territoire. On sort d'une période où les gens qui ont plus de 60 ans ont vécu confinés, ont vécu Noël en Zoom avec leurs petits-enfants. Donc, compris, voilà, on a été un peu assignés. Donc, on a besoin de la mobilité. Et lors des dernières élections municipales, partout, la question de la mobilité a été au cœur du débat démocratique. Sur les choix d'investissement, tramway, bus, la place du vélo, les technologies qui pouvaient être choisies, sur l'hydrogène, parce que la mobilité carbonée du vieux bus diesel, qui existe encore, doit absolument disparaître. On a beaucoup évoqué ces enjeux d'environnement. La qualité de l'air est liée à la mobilité. Donc la demande citoyenne, elle a été, et elle est très forte sur ce sujet-là. Et puis, permettez-moi, nous avons traversé une crise inédite, la crise des Gilets jaunes. Qu'est-ce que c'est, sinon que cette crise sociale, qu'un débat sur la mobilité où quand vous touchez au prix de l'essence, c'est plus dur de se déplacer et il y a des besoins, vous l'avez très bien dit, dans les zones dites peu denses, plus éloignées. Donc on voit bien... Les périphéries les zones, nos périmètres d'organisation des transports. Moi, je préside la métropole de Montpellier, c'est 31 communes. Mais l'aire urbaine de Montpellier, c'est 113. Mon ami Jean-Luc Moudinque, président de la métropole de Toulouse, il a une aire urbaine encore plus importante. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se parle. Comment on a une billettique simple, des horaires coordonnés pour rendre lisible la mobilité, des solutions qui évitent des ruptures de charge, qui dissuadent parfois d'utiliser les mobilités décarbonées. Donc évidemment, on a besoin d'un écosystème où l'ensemble des acteurs se parlent et on ne le ferait pas, on se tromperait. On affaiblirait les Français du point de vue des start-up, des industriels. On ne parlerait pas, on ne trouverait pas de solution innovante parce qu'un territoire à lui tout seul ne peut pas tout porter. Éric Grave. Oui, non, je voulais effectivement réagir parce que Monsieur le maire vient de mettre le doigt sur la question de la compréhension et de la validation de la demande citoyenne ou de la demande des entreprises d'ailleurs, dans votre zone. On n'y accorde pas assez d'importance. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand vous projetez un citoyen ou une entreprise en 2030 ou en 2050, en sachant que nos cycles d'innovation sont de quelques années en général, donc il faut évidemment anticiper. Il a quelquefois des difficultés à savoir ce qu'il veut en 2030. Et moi-même, si vous me posez la question, je ne suis pas forcément très clair. Et pourtant, 2030, c'est demain. Et pourtant, 2030, c'est demain. Mais c'est quand même dans 10 ans. Donc il va se passer plein de choses d'ici 10 ans. Et on va y contribuer avec Movinon, croyez-le. Donc cette question de la vision partagée de ce qu'il faut faire, des scénarios pour y arriver, des domaines d'opportunité quick win, diraient nos amis américains, tout de suite, parce qu'il faut aussi agir rapidement, du prototypage, de l'expérimentation avec les citoyens, elle est fondamentale. Et c'est ça que nous essayons de faire au sein de Movinon pour gagner du temps et accélérer, parce que c'est ce que les grandes entreprises ont quelquefois du mal à faire toutes seules. Jean-Michel Amari, Ottawa. Oui, justement. C'est un très bel exemple de coopération et d'écosystème qui cherche des nouvelles solutions, qui teste ces nouvelles solutions avec les citoyens et qui, avec des plus petites structures, start-up, PME comme nous, sont très à l'écoute de ces attentes et anticipons ces besoins. Dans les exemples, autour de la table, nous sommes en train d'installer en ce moment une station à Montpellier pour des vélos hydrogènes qui vont démarrer la semaine prochaine. On teste avec Michelin et d'autres partenaires avec Impulsion, Engie,
et la région Auvergne-Rhône-Alpes, Zero Mission Valley, pour alimenter des voitures, des véhicules sur toute la région. Expérimentation. Qui est, on est à l'échelle du déploiement, puisque là, on est. C'est une grosse à l'échelle. Oui, mais c'est premier passage à l'échelle de manière importante, plus gros en France aujourd'hui, 20 stations et 1000 véhicules. Et puis, pas plus tard que dans 2 jours, à l'échelle des bus sur Rouen, nous allons également lancer un projet pour justement tester sur le territoire des bus hydrogène. Alors, on est dans ces phases de déploiement, on n'est plus dans l'expérimentation pure, hein, c'est-à-dire que ce sont des technologies maintenant qui atteignent un degré de maturité et qui sont en phase de déploiement et d'accélération, mais c'est pour montrer comment entre les territoires, les grandes entreprises, les petites structures, on est capable de travailler ensemble ces solutions dans l'intérêt des citoyens. Ça signifie, si je vous écoute tous les uns les autres, que finalement aujourd'hui, ça y est, la coopération, elle est lancée véritablement. Chacun n'est plus dans son couloir avec son projet. On est vraiment en co-construction. Je vous vois dubitatif. Non, je ne suis pas dubitatif. Moi, j'y crois, puisque Movinone, ça sert à ça. C'est la solution. Il y a déjà des initiatives. Il y a déjà de nombreuses initiatives, comme celles qui viennent d'être mentionnées. Et pareil, ne serait-ce que pour Symbio avec Forestia, par exemple. Absolument. Forestia, Michelin, qui ont créé Symbio. Mais néanmoins, il ne faut pas se voiler la face. Nous avons encore beaucoup de sujets qui sont la propriété intellectuelle, le partage de la valeur, le droit des brevets. Et donc, on a des communautés d'intérêt au sein de Movinone qui s'intéressent à ces questions-là pour essayer d'innover sur la manière d'innover. Alors, Thierry Mallet. je voudrais juste revenir, c'est très très important, et on y travaille beaucoup à Movinone, de travailler sur les nouvelles propulsions. On a parallèlement un enjeu d'offre. Un enjeu d'offre à court terme, parce qu'indépendamment de la propulsion, on a un enjeu de transfert modal. Il faut effectivement, indépendamment de la propulsion des véhicules, pouvoir faire venir les gens dans des transports partagés. Alors j'évoquais tout à l'heure les Birdbus, je voudrais évoquer une autre solution qu'on pousse beaucoup auprès des collectivités locales. On parlait tout à l'heure des aires urbaines, et on a un vrai problème de densité. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'extérieur des aires urbaines, la densité chute, et la voiture RN, c'est 80-90% des déplacements. Et on commence à installer des parkings relais dans des zones très éloignées. Les gens vont pouvoir effectivement les rejoindre en voiture, et à partir de là, on est capable de rétablir des lignes qui vont vers le centre-ville ou vers le système efficace du centre urbain. Et on peut avoir des fréquences jusqu'au parfois 5 minutes en région parisienne. Et des gens qui habitent à 50 km/h n'ont plus à faire 25 km en voiture, mais juste 5 km pour rejoindre le parking relais. Et on arrive effectivement à recréer des services et à faire du transfert. Et demain, on va pouvoir verdir cette flotte. D'ailleurs, Michael Delafosse à Montpellier, c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous multipliez les parkings relais pour limiter aussi la voiture en centre-ville. Vous avez développé la gratuité des transports pour l'instant le week-end, mais l'objectif, c'est à tous les habitants. Fin 2023. 1er septembre prochain pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans, et fin 2023 pour tous les habitants de la métropole. La gratuité, justement, des transports, c'est la pierre angulaire de ces nouvelles mobilités, de la mobilité durable ? C'est pas la pierre angulaire, c'est un élément parmi d'autres. Ça peut paraître surprenant de dire ça, parce que c'est un vrai choix qu'ont fait les Montpelliérains et les Montpelliéraines de prendre la gratuité. Il y a Dunkerque et Nantes aussi. Et Dunkerque, Nantes, Johanna Roland le week-end, Dunkerque, Patrice Vergrit qui a été vraiment pionnier en la matière, et nous qui aspirons à devenir la première métropole d'Europe à appliquer la gratuité des transports à l'horizon fin 2023. Mais ça, c'est une réponse pour dire à tous les gens, attention, votre voiture, ça vous coûte cher. Et quand on se déplace en transport collectif, ça vous coûtera moins cher. Voilà, on dit ça, mais il faut continuer à investir. Nous, on fait une 5e ligne de tramway. On va faire, sur le modèle de Dunkerque et de Nantes d'ailleurs, des couloirs de bus express à hydrogène qui ont un avantage du point de vue de la sobriété énergétique, qui sont d'ailleurs dans l'écosystème français. Moi, je suis très attaché, comme élu local, à ce qu'il y ait du Made in France dans les mobilités. On n'a pas eu de vaccin français, ça devrait être une petite leçon d'orgueil. Et il faut la relever. Dans le champ du transport, dans les mobilités, on n'est pas encore complètement largué. En tout cas, j'espère qu'on va tirer notre épingle du jeu. Et bien là, on va développer 4 lignes de bus express. On va faire aussi beaucoup d'efforts pour le vélo. Ça a été évoqué sous forme d'expérimentation comme élément alternatif à la voiture. Parce que quel est le défi qui nous attend? C'est la qualité de l'air. Et puis, vous parliez des aspirations des citoyens. Moi, je parle de ceux qui ne votent pas. C'est tous ces jeunes qui sont nos enfants, hein, qui sont allés marcher pour le climat et qui nous disent qu'est-ce que vous faites concrètement. Et il faut pouvoir
Et nous avons tous été élus dans ce contexte-là et apporté des réponses. Donc la gratuité, c'est une mesure très emblématique, très volontariste, mais qui doit aller aussi sur des investissements qui sont forts pour donner des alternatives au déplacement automobile, celle du quotidien. Les gens auront besoin d'avoir une voiture, mais il faut offrir des alternatives. Et puis, soutenir toutes les innovations, être dans une logique de bac à sable, pour essayer de permettre à ceux qui veulent innover, qui veulent inventer, de nous donner des solutions pour demain. L'ère de covoiturage qui pourrait peut-être se mêler à une ère de coworking. Voilà, ça c'est des pistes. On voit bien que la crise Covid invite aussi à des réflexions nouvelles. On a ouvert finalement la boîte à idées et il faut continuer à l'alimenter, cette boîte à idées. Thierry Mallet, vous disiez que finalement, et vous êtes un exemple, puisque Transdev aujourd'hui va à l'international, vous disiez qu'à la fin de l'année, il y aurait combien de véhicules Alors, Transdev est très international puisqu'on a 35% de notre chiffre d'affaires en France et 65% à l'international. Et aujourd'hui, on a une flotte, on avait à la fin de l'année dernière une flotte de plus de 1200 bus électriques. À la fin de cette année, ça sera 1800, dont 400 bus électriques à Bogota en Colombie. Une ville qui est en train également d'accélérer dans le domaine de la mobilité électrique. Dans l'hydrogène, c'était une quinzaine de bus à la fin de l'année dernière. À la fin de cette année, ça sera plus de 50 bus électriques en exploitation et probablement une centaine rapidement. On voit là aussi une accélération. Alors, il y a effectivement des enjeux technologiques qui ne sont pas complètement réglés. Autant le passage à l'électrique était plus naturel, la technologie existait, les batteries existaient. L'hydrogène va résoudre d'autres problèmes puisqu'on a des enjeux de charge, des enjeux d'autonomie qu'on n'arrive pas à régler aujourd'hui avec les batteries. Et d'ailleurs, pour les solutions pour les cars, traditionnellement, c'est plutôt effectivement le biogaz aujourd'hui qui sera une énergie de transition dans la transition avant de voir arriver l'hydrogène. Et pour l'hydrogène, ce dont on parlait, on pourra faire du rétrofit, ce qu'on ne pouvait pas faire avec les batteries. C'est-à-dire la mais avec transformation, l'hydrogène, on peut faire du rétrofit. On va lancer d'ailleurs une opération de rétrofit avec la région effectivement Normandie, du rétrofit de cars. On va transformer les cars diesel en cars hydrogène. Ça, c'est une alternative intéressante parce que se pose aussi à plus ou moins long terme la question du parc automobile. Quid de ce parc, quid de tout un secteur qui va peut-être disparaître ou devoir se réinventer. Qu'est-ce qu'on fait des loueurs, des vendeurs d'occasion, toutes ces voitures, qu'est-ce qu'elles deviennent si demain on est à l'hydrogène? Je n'ai pas la réponse immédiate, forcément, à cette question, mais ce qui est clair, c'est qu'on est dans une phase de transition. C'est-à-dire, comme ça a très bien été dit, on est quand même dans une rupture technologique qui nécessite d'avoir d'un côté la mise au point des technologies pour les véhicules, pour l'infrastructure, mais aussi toute la chaîne derrière d'entretien dans les concessions, dans les garages, pour assurer la maintenance et la haute qualité de service qui est attendue par les usagers en bout de chaîne. De ce fait, ça c'est très important d'assurer ça, et ça va se faire progressivement dans le temps parce que les filières de formation sont en train de se mettre en place. C'est vraiment une rupture technologique forte. On est dans cette innovation durable, dans ces nouvelles filières. Donc c'est progressif et c'est là-dessus justement que se situe le positionnement de l'hydrogène, dans accompagner les projets, haute qualité de service, on n'est plus dans l'expérimentation mais dans les déploiements, avoir des projets faciles, flexibles, qui s'adaptent à la montée en puissance et en nombre des nouveaux véhicules. C'est ça qui est en train de se passer dans cette filière et d'accélérer avec une impulsion dans le cadre du plan de relance pour massifier le déploiement, et on s'inscrit totalement dans cette démarche. D'ailleurs, en discutant avec vous, Éric Graham, on discutait de Renault qui transforme son usine emblématique de Flins justement autour de l'économie circulaire et des nouvelles mobilités, qui va créer de nouvelles filières. Vous travaillez de concert avec eux. Ça veut dire que tout doit être transformé de cette manière en amont. Effectivement, Renault comme Transdev, qui sont membres de Movinon, nous a demandé de les aider à créer un écosystème à Flins dans le sens d'une économie circulaire ou une économie régénérative. Et ce que disait Raphaël est très juste, c'est-à-dire que si on ne s'attaque pas au parc et qu'on ne s'intéresse qu'aux véhicules neufs, on y est encore dans quelques années. Donc il faut bien qu'on s'intéresse au parc. Donc il y a parmi les 4 communautés d'intérêt, comme on les appelle, que nous avons créées, il y en a une qui s'intéresse au rétrofit. Et la question n'est pas simple, on est bien d'accord. Comment on fait avec le parc existant ?
pour rétrofiter les véhicules et pour les faire moins émettre de CO2 ou de polluants en général. Il y a effectivement une question sur les batteries, évidemment, puisque ça intéresse beaucoup Renault et les véhicules électriques, comment on recycle les batteries. Il y a une question sur la formation, vous avez tout à fait raison. Il y a une filière nouvelle qui est en train de se mettre en place avec de nouveaux métiers. Il va falloir trouver ces gens-là et les former à l'économie circulaire. Et puis il y a toute une section, bien entendu, sur le recyclage des matériaux, puisqu'aujourd'hui on n'est pas encore à des niveaux de recyclage des matériaux des véhicules qui sont satisfaisants. Donc effectivement, c'est un joli cas où Renault, un de nos partenaires, vient s'adresser à Movinon pour l'aider à mettre en place un écosystème. Et quand Renault dit en 2030 fini les voitures thermiques, c'est une ambition, c'est réaliste, c'est quelque chose qu'on va réellement voir. Je pense que c'est indispensable qu'on se donne cet objectif. Je veux vraiment qu'on se le dise, qu'on circule en voiture, on voit des Tesla avec de l'autonomie. Ça se passe aux États-Unis. Il est indispensable que Renault, que nos industriels se fixent ce challenge. Le diesel est derrière nous. Voilà, et il faut qu'aujourd'hui, nous, les métropoles françaises, la France est condamnée pour la pollution de l'air par l'Europe. On devient des territoires ZFE. Ce sont des vrais enjeux de santé publique pour les enfants. ZFE, zone à faible émission. Et donc, c'est un immense enjeu. Il y a un rapport de la Cour des comptes, la Chambre régionale, ça c'est à Montpellier. La Cour des comptes qui pointe que 40 000 personnes en France décèdent à cause de la pollution de l'air. C'est donc un coût. Et donc, c'est très bien que nos industriels, qui doivent être notre fierté, se disent, en 2030, on produira des véhicules zéro émission carbone. Et qu'on parle, alors, moi je parle de la conversion des moteurs, mais c'est fondamental de faire émerger tout ça. Et il faut accélérer le mouvement. Il en va des engagements de la France sur la COP21, il en va des attentes de nos administrés. Et donc, moi, qu'on se challenge à l'horizon de la décennie, la France sera leader, on prend, et le rôle des collectivités, ben moi, quand je vais passer un appel d'offres pour les véhicules tout électriques, qui sont quoi, les utilitaires, les voitures de service, mais il faut que ce soit des véhicules électriques et qu'on ait des solutions innovantes. C'est ça qu'attendent nos administrés. Jean-Michel Amaret. Oui, l'Agence internationale de l'énergie a annoncé, fait une recommandation pour l'arrêt des véhicules thermiques au niveau mondial pour 2035. Ce sont quand même c'est demain. Les conversions s'engagent tout de suite. C'est-à-dire que le consommateur ira beaucoup plus vite que ça. Quand on entend des signaux de ce type, la réflexion est immédiate. Est-ce que je vais continuer à acheter un véhicule thermique? Que vaudra mon véhicule thermique dans 10 ans? Quand j'investis dans un véhicule thermique pour 10 ans, qu'est-ce qu'il vaudra dans 10 ans? Donc, ne négligeons pas le fait que ça va aller beaucoup plus vite que ce qu'on ne croit dans l'esprit. Prochaine étape pour vous, et ce sera le mot de la fin, je vais vous poser la question à tous les quatre, messieurs. Prochaine étape urgente pour aller vers cette mobilité durable, Michaël Delafosse? Mais je voudrais, là, en tant qu'animateur du groupe Mobilité de France Urbaine, dire que toutes les métropoles, toutes les grandes villes sont au rendez-vous de la relance par la question des mobilités. L'essentiel des budgets de toutes les métropoles sont consacrés à cette question-là des mobilités. Tramway, réseau de bus express, tram-train, solutions innovantes. C'est très clairement l'horizon et dans les discussions qui auront lieu avec les régions dans le cadre des contrats de plan État-région, les territoires vont être au rendez-vous et c'est générateur d'emplois, c'est générateur d'innovation et c'est la réponse à l'enjeu environnemental sur lequel nous sommes attendus et regardés. Thierry Mallet. Notre enjeu pour un opérateur comme Transdev, c'est d'accompagner les collectivités locales, d'accompagner les autorités organisatrices dans leurs projets. On le fait un peu partout dans le monde et on est ravis qu'en France, effectivement, ce soit mis sur l'agenda. Le seul regret, c'est que ce n'est pas la mobilité du quotidien, n'est pas à l'agenda de l'Europe. Et ça serait bien que ça fasse partie des priorités européennes aussi pour accompagner le verdissement des flottes et ces déploiements qui sont, à mon avis, essentiels à la fois sur la cohésion sociale, la cohésion territoriale et également le développement durable. Donc ça demande également un changement de mentalité et de comportement à tous les niveaux finalement. Oui, tout à fait, parce que je pense qu'on a effectivement besoin de faire de la mobilité du quotidien
une vraie priorité. C'est une priorité dans les collectivités locales. Ça doit être une priorité au niveau européen, ce qui n'a pas été mis dans le plan de mobilité durable. Les transports publics n'étaient pas fléchés. Et je pense qu'on a vraiment l'occasion de faire des transports publics une priorité, qu'on ne s'occupe pas simplement des transports longue distance au niveau européen, mais également de la mobilité du quotidien, parce qu'on va avoir besoin de financement. Tous les projets sont ambitieux, mais ça va supposer d'investir massivement, parce que ce qui va permettre effectivement de changer les comportements, vous l'avez bien évoqué, c'est un choc d'offres. Jean-Michel Amaret. Poursuivre l'accélération, oui. Poursuivre l'accélération très très forte. On double de taille tous les ans. On va continuer d'accélérer très fortement pour massifier ces solutions, mettre sur le terrain ces solutions, les mettre au travers des utilisateurs. Et la massification passera par deux choses essentielles pour moi. C'est vraiment arriver à avoir une adoption rapide des utilisateurs en bout de chaîne, parce qu'il y aura une haute qualité de service. Les nouvelles solutions ne seront pas moins bonnes que les précédentes, elles seront meilleures, et d'être vraiment dans l'accélération des projets, aider les projets à aller vite, offrant de la flexibilité, de l'évolution dans le temps, parce que c'est cette phase de transition. Donc c'est ça, vraiment d'être massifié, accéléré. Éric Grab, les prochaines étapes? Vous imaginez que je vais continuer à essayer de faciliter la vie à ces messieurs, c'est-à-dire à essayer de réunir dans nos communautés d'intérêt les parties prenantes de la mobilité du futur et d'essayer de leur faire partager des visions communes, des scénarios de déploiement, y compris de déploiement scale-up, échelle, à la grande échelle, comme on l'évoquait pour le territoire autour de Lyon, Rhône-Alpes. Et puis on va continuer à bien comprendre et à bien valider la demande des nouvelles générations, parce que c'est elles qui vont financer nos prochains projets et nos prochaines offres de produits et services. Merci Éric Grab, merci Jean-Michel Amaret, merci Thierry Mallet, merci Mickaël Delafosse, merci à vous, Stéphanie Gendron. On continue évidemment et on se retrouve sur BFM Business. Hors série, les dossiers BFM Business.